BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité est donc Catherine Moureau, bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean, membre du parti socialiste. Abdellah Achaoui, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. Il va rester votre échevin de la mobilité ? Et donc, Abdellah Achaoui, lorsque le premier article polémique sort dans Médor, je le vois le lendemain. Et je dirais qu'il y a deux choses dans ce dossier. D'une part, il y a les accusations qui concernent son honnêteté, sa probité, les montants, les retraits, etc. J'explique pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout l'histoire. Donc, il est échevin de la mobilité à Molenbeek, mais il a également une fonction de président du club de jeunes de l'Union Saint-Gilloise. Et on soupçonne que cette fonction n'ait pas été entièrement bénévole, contrairement à ce qui était prévu. En tout cas, c'est l'enquête de Médor. Il y a maintenant une information qui a été ouverte par le parquet de Bruxelles. Donc ça, c'est pour les faits. Donc, pour vous, il s'est bien expliqué ? Mais donc, le jour où je le reçois, sur tout ce qui concerne les montants, il amène toute une série de documents et d'explications qui tiennent tout à fait la route. Et j'ai tendance à le croire et à le suivre. Ce qu'il réaffirme ensuite dans la presse et ce qu'il a réexpliqué hier très très longuement dans un plaidoyer très détaillé à notre conseil communal. Et puis il y a un deuxième aspect qui est un aspect éthique, qui est celui de, au fond, est-ce qu'un homme politique peut exercer plus que son mandat quand ce mandat c'est un mandat d'échevin dans une commune de 100 000 habitants. Et là c'est vrai qu'on avait une divergence d'opinion et je lui ai demandé de quitter ses mandats privés, ce qu'il a fait. Et donc, pour moi, l'histoire est terminée là. Donc, il ne s'occupe plus de l'équipe des jeunes de l'Union Saint-Gilloise. Il est à 100% consacré à Molenbeek. Et il a quitté le club professionnel. Donc, Hier, il y a quand même eu 2 heures de débat au conseil communal. Ça vous a tenu jusqu'à 2 heures du matin. C'est pas la situation la plus agréable ? Bon, écoutez, c'est normal. On doit des explications aux conseillers, c'est tout à fait normal. Oui. Il va pouvoir être candidat à Parking Brussels. On sait que son nom avait beaucoup circulé pour être administrateur de Parking Brussels, ou c'est exclu maintenant ? Écoutez, les échevins de la mobilité dans une commune où il y a de grosses difficultés en termes de parking et de stationnement, donc c'était tout à fait légitime qu'il devienne administrateur de Parking Brussels. Je ne sais pas ce qu'il en sera. Ouais, vous nous avez dit il faut être à plein temps échevin. Donc, administrateur de Parking Brussels. Donc ça, ce serait possible. Et échevin de la mobilité, il pourrait combiner les deux. Là, vous mélangez. C'est une fonction qui va tout à fait. C'est une fonction qui est quasiment un appendice de son échevinat. Oui. Donc pour l'instant, vous nous dites que l'affaire est close. Si jamais il y a des rebondissements judiciaires, vous pouvez éventuellement reconsidérer votre position. S'il y a de nouveaux éléments ou des choses qui n'ont pas été mises en évidence jusqu'ici, bien sûr, évidemment. Qu'est-ce que vous répondez à Ahmed El Kanous qui est venu dans ce studio et qui défendait l'argument suivant: il y a des problèmes à répétition dans la nouvelle majorité à Molenbeek-Saint-Jean, ça veut dire qu'il y a un souci de gouvernance. Écoutez, on s'inscrit dans une déclaration de politique communale qui a mis l'éthique et la gouvernance au centre de ses préoccupations. Il y a toute une série d'engagements en cette matière. Je constate que l'opposition est assez fébrile, je comprends. Il y a une série de familles qui étaient au pouvoir puis qui sont dans l'opposition. Monsieur El Kanous qui vit une trajectoire professionnelle pas forcément évidente. C'est compliqué ce début de législature et je comprends qu'il y ait des attaques à répétition. Ça ne m'étonne pas, à vrai dire. C'est le temps politique qui veut ça. Ouais. On va parler stationnement, si vous voulez bien. Ça, c'est en lien avec la mobilité. Il y a une enquête actuellement sur le plan stationnement. Ça suscite beaucoup d'émoi. Il y a beaucoup de retours. C'est un élément important. Tout d'abord, dire que c'est une thématique particulièrement importante pour la commune de Molenbeek. Pourquoi ? Parce que c'est une commune extrêmement dense, dans laquelle il y a de nombreux véhicules. C'est aussi une commune qui subit le transit. Et enfin, c'est une commune où on souhaite garder du commerce et une mixité. Et donc, l'enjeu du parking, il est là. Dans des petites rues étroites où il y a du commerce, où il y a de la fréquentation et où il y a de nombreuses voitures. Ouais. C'est Parking Brussels qui a la gestion des horodateurs chez vous ? Nous étions les premiers à travailler avec Parking Brussels. Ouais. Vous allez continuer, même si la moitié des horodateurs, visiblement, ne fonctionnent pas à Molenbeek-Saint-Jean ? Tout d'abord, je veux dire qu'évidemment qu'on veut investir. Évidemment qu'on va renouveler les horodateurs. La question qui fâche, c'est la question des échanges de budget entre nous et l'agence. L'agence, aujourd'hui, quelque part, nous doit 4,2 millions d'euros à la commune. C'est énorme. Et donc, qu'il y ait un nœud autour de combien nous allons investir et combien nous allons recevoir de retour, c'est tout à fait logique. C'est là où nous en sommes.
Ouais. Et donc, il faut négocier avec Parking Brussels pour pouvoir renouveler les ordonnateurs, si je vous entends bien. C'est en cours, pour s'assurer que nous puissions avoir une clarté, une vision précise des retours que nous pouvons attendre, de manière à les inscrire correctement au budget et de manière à ce que les ordonnances et les conventions soient tout à fait respectées. Ouais. On pourra continuer à stationner sur la place de la maison communale ou pas ? Alors ça, c'est important. Ça fait déjà plusieurs mois que nous sommes occupés sur cette question de la place communale. Je voudrais dire 2 choses. La première, très simplement, il faut améliorer la sécurité des usagers sur la place communale, singulièrement des piétons. Nous avons déjà travaillé dans ce sens, nous avons installé une nouvelle signalisation et ça va dans ce sens. La deuxième chose extrêmement importante, c'est que notre centre historique qui va basiquement de la station de métro Étang-Noir jusqu'à la station de métro Ribeaucourt et de l'autre côté jusqu'au canal, notre centre historique est aussi un centre commerçant très vivant, ne peut pas être découpé en petites cases. Il faut le voir comme un tout, il faut le voir comme un système. Et c'est ce à quoi nous nous attachons aujourd'hui, le voir comme un système et proposer des solutions qui tiennent compte de chacun des éléments du puzzle du centre historique. Ça veut dire qu'on va pouvoir continuer à stationner ou pas stationner pour bien comprendre la réponse. Ça veut dire que nous sommes occupés à trouver une solution qui a un caractère durable, soutenable et qui tienne compte des besoins de l'ensemble de la population sur l'ensemble du centre historique. Et pour cela, nous sommes sur des pistes créatives en matière de stationnement. Je vais encore vous embêter. Je vous repose la question. J'ai pas compris la réponse. On peut stationner ou on ne peut pas stationner ? Alors, on ne peut pas stationner pour l'instant. C'est la raison pour laquelle on a remis des panneaux pour le bien l'indiquer. Et dans le futur ? Et dans le futur, on ne pourra pas non plus. On ne pourra toujours pas. Bien sûr. Voilà. Évidemment, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on trouve des solutions pour qu'il y ait néanmoins quelques places de parking à disposition, en particulier pour pouvoir faire vivre nos noyaux commerçants. Oui. Et la solution, c'est quoi ? Ça va être de trouver des parkings avec le privé, creuser un parking quelque part ? Nous avons déjà nous sommes déjà réappropriés le champ des parkings privés. Nous avons travaillé notamment à ce que le parking Brinfo fasse l'objet d'investissements colossaux, plus de 200 000 € d'investissement, à ce qu'il soit mieux fléché, à ce qu'on ait une politique de tarification qui convient à nos habitants. Donc nous sommes en train de travailler à ouvrir les possibilités de stationnement dans le centre historique. Je voudrais vous poser encore une question sur le RWDM. On sait que la commune a renégocié, re-signé une convention avec le club de football mythique de Molenbeek, que ça va accentuer notamment la possibilité d'avoir des équipes de filles et une politique à destination des jeunes. Ça, c'est pour le côté RWDM. Qu'est-ce que la commune a pris comme engagement en échange vis-à-vis du club ? Mais donc, d'abord, la commune a accepté que le club passe d'ASBL en SA, ce qui est un changement très important pour le club qui va permettre d'amener de nouveaux moyens. Mais au même moment, je ne voulais pas être tributaire de gens qui viendraient par exemple de l'étranger et qui pourraient prendre le contrôle de la structure sans respecter nos jeunes. C'est la raison pour laquelle nous avons densifié. On est passé de 4 lignes à un paragraphe entier colossal avec des engagements forts concernant la politique en matière d'académie des jeunes. Donc ça veut dire que c'est plus garanti que ça ne l'était dans le passé, quel que soit l'avenir du club. Exactement. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire au stade Egmont-Martens ? On sait qu'il y a des difficultés, qu'il n'est pas flambant neuf, que dans les vestiaires, il y avait parfois des fuites d'eau. Il y aura des investissements là ? Bien sûr. Il y a d'ores et déjà 200 000 € d'investissements qui sont budgétés pour cette année à destination des vestiaires justement de l'école des jeunes. Ouais. Donc on peut dire que tout roule pour le RWDM. On peut dire qu'on a pris un nouveau départ ensemble et j'en suis vraiment très très fière et très contente. Oui, une dernière question sur les investissements. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes. On avait Julien Niquez il y a un instant, qui est donc le nouveau patron de Wallonie-Bruxelles Enseignement. On sait qu'il y a beaucoup d'écoles qui souffrent, y compris à Molenbeek. Il y aura aussi des investissements ? Oui, tout à fait. Alors on a budgété sur les 3 ans 30 millions d'investissements dans nos écoles. C'est 27 millions de rénovations plus 3 millions d'entretiens habituels. On va construire 2 extensions à 2 écoles. On a des interventions sur les toits, sur les murs, dans les cours pour créer des préaux dans presque toutes nos écoles. Ça veut dire que les travaux commencent quand ? C'est pour cette année, l'année prochaine ? Ça veut dire qu'on a déjà des travaux qui ont été réalisés. On a une toiture entière qui a été refaite pendant l'été à l'école 13. On lance la mission d'architecture pour l'extension de l'école 10. Ce matin, on était en réunion pour la rénovation profonde, tout à fait complète de l'école 8 et de l'école 9.
et on a des projets aussi pour la 14, pour la 1. Enfin, on est dans toutes nos écoles. Donc avant la fin de la législature, il y aura une situation un petit peu apaisée sur ce front-là. Dans les 3 ans, on a un boost énorme qui va venir augmenter le bien-être de nos enfants à l'école, parce que c'est ça le but. Catherine Moreau est la bourgmestre de Molenbeek. Elle est notre invitée. On la retrouve juste après le journal. BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Mais tout de suite, on retrouve donc Catherine Moreau, bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean. Je voudrais d'abord avoir votre point de vue sur le reportage qu'on a entendu sur la déradicalisation, donc les explications de Vanessa Lhuillier tout à l'heure. Vous confirmez, on est passé d'une logique où on traitait vraiment l'urgence, où on devait faire face à des menaces d'attentats, à une logique où on est un petit peu plus en amont, on essaye de faire plus de prévention aujourd'hui dans les communes? Ouais, on est dans une phase de transition, ça c'est clair. Dire qu'on est tout à fait déjà uniquement dans de la prévention, je pense que c'est pas correct. On est encore fort dans la réaction par rapport aux cas qui ont eu maille à partir d'une manière ou d'une autre avec le départ. Ça reste quand même la base de travail de la CESIL, la cellule locale antiterrorisme, antiradicalisme. Et puis par contre, il y a une large prise de conscience de ce que les phénomènes de radicalisation, et j'aimais bien la manière dont Vanessa Lhuillier l'abordait, sont en fait des questions de polarisation qui peuvent être des questions aussi bien générationnelles que culturelles, ou principalement générationnelles ou principalement culturelles, et qui a lieu d'ouvrir et d'aller chercher de nouveaux outils. C'est ce qu'on fait. Moi, en tant que bourgmestre de Molenbeek, j'ai eu la chance cette année de présider le Forum belge Prévention Sécurité Urbaine, et c'est le thème qu'on a choisi pour un grand volet de formation pour tous nos membres. La cellule anti-radicalisme, elle est toujours très active dans votre commune? Ah, tout à fait. Ouais, et on sait que ça a beaucoup pesé sur l'image de Molenbeek-Saint-Jean. Est-ce qu'on est un peu sorti de cette période-là aujourd'hui ou pas? Écoutez, c'est une grande partie du travail de mon équipe que de pouvoir redonner ces lettres de noblesse à Molenbeek. Et d'ailleurs, je vous invite le 6 mars à venir découvrir les étoiles de Molenbeek. On va honorer les Molenbeekois qui ont fait des choses extraordinaires en 2019. Et donc ça sera une vision positive de la vie communale. Et ce sont des événements qui sont très importants pour changer l'image de notre commune. Oui, un mot quand même sur le rapatriement d'enfants qui sont actuellement détenus dans des camps en Syrie. Il faut rapatrier ou pas rapatrier les mamans qui accompagnent ces enfants et qui sont sur place? Écoutez, je pense que le patron de l'OCAM le dit, le délégué général aux droits de l'enfant le dit. C'est quand même 2 voix qui n'ont pas forcément pour vocation d'habiter ensemble. On doit à ces enfants de les rapatrier, et à un moment donné, on les rapatrie avec leur mère. C'est quand même assez normal. Même si les parents peuvent représenter une menace pour l'ordre public, c'est quand même des gens qui sont partis faire le djihad. Je vais poser la question autrement. Pensez-vous que, vu le climat actuel dans cette zone, nous soyons plus rassurés s'ils restent là-bas, avec ou sans jugement là-bas, parce qu'en fait, ça sera plutôt sans jugement là-bas. Moi, personnellement, je ne suis pas rassurée de ça, et c'est d'ailleurs ce qui motive l'avis du directeur de l'OCAM. L'OCAM, c'est l'organisme central d'analyse de la menace. Et donc, je pense qu'il est bien placé pour parler des questions de sécurité au niveau national, mieux que moi, et c'est son analyse, et je la partage. Une femme nommée par le Palais Royal pour une mission préalable. Enfin, c'est ça? Oui, 2 libéraux par contre. Ça veut dire que écoutez, je pense que c'est surtout... les libéraux font partie de la solution et pas forcément les socialistes? Non, je ne dirais pas ça. Je pense que le choix qui est posé là, c'est un choix d'apaisement. On a connu une première phase dans l'information vers un gouvernement qui était une phase assez sereine, avec un travail très construit de Paul Magnette. Et puis, j'ai eu l'impression que les 2 phases suivantes étaient plus heurtées, plus sujettes à polémique, plus difficiles. Les propos de Paul Magnette n'ont pas apaisé. Non, je pense que ça, c'est la toute fin des polémiques. Donc, je crois que mettre ça au centre n'est pas correct. En réalité, l'attitude du CDNV a été plus que questionnante pour moi. D'ailleurs, j'avais choisi la chanson Orphelin. Je me pose la question, la Belgique est-elle orpheline d'hommes d'État? C'est une vraie question pour moi aujourd'hui. Donc c'est le CDNV qui doit bouger? Je pense que le CDNV a commis des fautes. On verra ce qu'il en est par la suite. Mais donc, je veux revenir. Je pense que c'est un choix d'apaisement du palais, puisque c'est surtout le choix de 2 présidents d'assemblée qui, par vocation, ont l'habitude de réunir les familles politiques. Ils doivent discuter ou ils ne doivent plus discuter avec la NVA? Écoutez, je ne vais pas m'ingérer dans leur mission. Merci Catherine Moreau d'avoir été notre invitée sur BX.